Petite introduction. Bonjour, d'abord, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très spécial d'arriver ici à Marseille. J'arrive souvent en France, Paris, Strasbourg. Marseille, c'est la première fois. Alors, je vais vous dire que ce matin, je suis arrivée de Tel Aviv. Quand l'avion il a comme ça descendu, je dis waouh, c'est joli Marseille. Je suis allée balader près de la plage. C'est très joli, c'est très joli. J'ai jamais été à Marseille. Mais de voir ici en une fois Olami à Marseille, ça, c'était vraiment une grande surprise. Alors, petite introduction, comme vous entendez immédiatement mon accent, je ne suis pas née en France, je ne suis pas française, je suis belge. Et quand j'ai grandi à Anvers, en Belgique, et chaque fois quand nos amies françaises venaient nous visiter, elles étaient avec nous dans le camp, elles nous disaient chaque fois « Ah, vous les Belges, vous massacrez la langue de Voltaire. » Alors, excusez-moi le massacre, ok? Vous allez entendre, je ne parle pas bien le français, il me manque des mots, et je vais faire plein de fautes, et je sais que les Français sont très, très, très sensibles quand on ne parle pas comme ça bien un français académique, mais... Tout bête, c'est ce qu'il y a, et j'espère que je pourrai m'arranger et que ça marchera. Ça, c'est numéro un. Une deuxième petite introduction. Je suis ici, en somme, en tant que représentant d'une institution que je suis absolument convaincue que vous n'avez jamais entendu parler. Cette institution s'appelle le Ginzach Kiddush Hashem. Qu'est-ce que c'est le Ginzach Kiddush Hashem? C'est un centre de documentation des archives de commémoration de l'Holocauste. Maintenant, vous allez me dire, et avec raison, bon, nous connaissons Yad Vashem, nous avons vu Yad Vashem, certainement vous avez, la plupart de vous visité là-bas aussi. Alors, qu'est-ce que c'est le Ginzach Kiddush Hashem? Et pourquoi moi je suis ici, en tant que représentant de Ginzach Kiddush Hashem? C'est parce que nous allons... arborer le sujet de l'Holocauste tout à fait d'un angle différent. Parce que si, vous allez à Yad Vashem, vous allez voir de quoi on parle, quel est le narratif, en somme, de Yad Vashem, de la commémoration de la Shoah, c'est principalement de démontrer et de nous raconter, de nous faire savoir toutes les horreurs, les barbaries et les souffrances que les Juifs ils ont souffert sous la main des nazis. Oui? Et alors, on va voir les camps de concentration, et les ghettos, et la faim, et les crématoires, etc., etc., etc. Ce qui manque, en somme, à Yad Vashem, et ce que, en somme, le Ginzach veut remplir ce trou, je ne sais pas comment on dit ça, c'est ce qui manque, hein, c'est la face, le point juif. Comment est-ce que les Juifs... Non seulement nous voulons parler de ce que les Juifs ils ont souffert sous la main des nazis, mais non, nous voulons savoir comment les Juifs ils ont réagi, comment ils ont vécu, comment ils ont survécu, comment en somme ils étaient vraiment des héros, ils ont gardé la face humaine, ils sont restés Juifs. Et ça manque à Yad Vashem. Et c'est pour ça, vous allez voir que moi, j'essaye de remplir ce trou et je donne des conférences et j'enseigne dans beaucoup de langues, dans beaucoup des écoles, beaucoup des publics. Mais pour comprendre ensemble, je vais essayer d'être très, très, très court. Il y a, je crois, un point qui, je crois qu'il n'est pas assez clair. Il n'est pas assez clair quand nous parlons de cette guerre impossible. L'Holocauste, la Shoah, nous ne comprenons pas assez bien ensemble quel était le but ultime de Hitler. Parce que si vous allez vous demander quelle était cette obsession de Hitler de faire sortir une garnison de 200 soldats au milieu de la guerre, quand il avait besoin vraiment chaque soldat, pour aller chercher un enfant juif qui était caché, qu'ils avaient entendu dans un grenier ou une mansarde, dans un petit trou quelque part en France. Pourquoi? Qu'est-ce que ce bébé juif peut bien menacer le Troisième Reich avec tous les tanks et tous les avions qu'ils avaient alors? Ouais. Qu'est-ce que Hitler, en somme, il voulait des Juifs? Alors, je vais vous dire ça, c'est très clair parce que Hitler lui-même, il s'est exprimé de cette façon. Ce que je vais vous dire maintenant, ce que je vais citer, c'est Hitler lui-même qui lui a dit. Et je crois que c'est très important de comprendre ça pour pouvoir savoir après comprendre la réaction des Juifs quand ils ont compris que ce que Hitler, en somme, il voulait. Alors, voilà. Le but ultime de Hitler était, il va conquérir tout le monde. Voilà, ce n'est pas quelque chose de neuf. Hein. Nous avons déjà eu Alexandre le Grand, nous avons eu Napoléon. Mais non, il ne va pas arrêter là-bas. Hitler, il a dit comme ça, je vais conquérir le monde, et dans ce monde que je vais conquérir, je vais instaurer un nouvel ordre du monde. Enfin, comme ça, je traduis ça. Il n'arrêtait pas de parler de eine neue Weltordnung, un nouvel ordre du monde. Qu'est-ce que c'est ça? Cet ordre du monde, dans ce monde qu'il va conquérir, il va dire, il n'y aura pas de la place pour
Moussar et Matzpoun, c'est morale et conscience. Voilà. Il n'y aura pas de la place pour la morale et la conscience. Maintenant, vous allez me dire quoi? Les Allemands du XXe siècle, c'est cette nation qui était la plus cultivée dans tout le monde. Il n'y avait pas de la place pour la morale et la conscience. Ah non, non, bien sûr, il y aura de la morale, mais morale et conscience, made in Germany. C'est lui, le Führer, qui va décider ce qui est bien, ce qui est mal, comment on va se comporter. Maintenant, dans le monde, et Hitler, il a compris quelque chose d'incroyable. Quelle est la mission du juif ici dans ce monde? Il a compris que le juif, que nous, le judaïsme, nous sommes le phare qui éclaire tout le monde. Tout ce qui est bon et bien et pitié et des droits sociaux, tout cela, ça vient des juifs. Et lui, il a dit, les 10 commandements, ils ont perdu toute leur valeur. C'est-à-dire, nous les juifs, nous avons amené les 10 commandements. Dieu nous a donné les 10 commandements, nous avons propagé ça dans le monde, et toutes les religions et tout ce qu'il y a dans le monde, plus tard, ça dérive ensuite. Le judaïsme, c'est la source, c'est eux qui ont commencé. Maintenant, si lui, il veut conquérir le monde et instaurer là-bas un nouvel ordre où il n'y aura pas de morale et de conscience qui proviennent d'un Dieu, du ciel, c'est lui qui va décider ce qui est bien et mal. Pour cela, il doit exterminer totalement le peuple juif. Mais en somme, qu'est-ce que ça veut dire exterminer? Lui, il a dit, je veux libérer le monde de l'esprit juif. Donc c'était une guerre en somme contre l'esprit juif, oui, mais un esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut exterminer. Pour exterminer l'esprit juif, il doit exterminer tous les juifs de tout le monde. Donc il va commencer, nous on croit toujours que les rescapés de l'Holocauste, ce sont ceux qui ont passé la guerre en Europe, Est et Ouest, et voilà, maximum aussi un peu en Afrique du Nord. Non, non, non. Tous ceux qui sont assis ici, vous êtes tous des rescapés de l'Holocauste. Oui, pourquoi? Parce qu'en somme, tous les Juifs de tout le monde, aux États-Unis, en Australie, partout, ils étaient la cible. Il fallait, dans ses yeux, exterminer tous les Juifs. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons comprendre cette obsession de courir et de persécuter chaque Juif et de même pas laisser un échapper, même pas un petit bébé juif, parce que ce petit bébé juif, il va grandir, il va être juif, il va propager cette idée du judaïsme, et c'est ça, il ne peut pas vivre, c'est ou lui ou les Juifs. Hein? Les deux, ça ne marche pas ensemble. Voilà, si nous comprenons ça, nous allons aussi comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période, et surtout, comme je vous ai dit, je voudrais parler de la résistance des Juifs. Comment est-ce qu'ils ont resté, comment ils sont restés Juifs? Alors, je voudrais, pour cela, vous raconter un peu de mon histoire. Je suis seconde génération de rescapés de l'Holocauste, et comme je vous ai dit, je suis née à Anvers. Et à Anvers, nous avons une communauté très, très spéciale. Qu'est-ce qui était spécial à la communauté? Ils étaient tous des rescapés de l'Holocauste. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de Juifs en Belgique, il y avait 80 000 Juifs en Belgique avant la guerre. Il y avait une vie juive très, très, très florissante et tout ça, mais ils ont été beaucoup déportés et beaucoup ont été cachés par des goïms. Et après la guerre, la majorité a quitté la Belgique. Ceux qui sont arrivés à Anvers après la guerre, c'était tous des rescapés des camps des DP camps, donc des camps d'Allemagne, de Pologne et d'Hongrie. Et là, je suis née dans les années 50, et c'est incroyable, mais je suis née et j'ai grandi dans une communauté avec des parents, une famille où je ne savais rien. Et si je dis rien, c'est beaucoup. Je veux dire absolument rien du tout. Maintenant, j'étais un gosse, j'étais un enfant très, très curieuse, et je demandais des questions du matin jusqu'au soir. Et je crois que la question la plus que j'aurais dû demander, c'est quand je comprends qu'une famille, c'est des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, où est ma famille? Où sont mes grands-parents? Où sont mes oncles? Où sont mes tantes? Où sont mes cousins? Personne, il n'y avait pas. Et je n'ai jamais demandé. Pourquoi? Je suis en train de reconstituer, j'essaie de comprendre pourquoi je n'ai jamais demandé. Parce qu'il y avait comme un nuage, je crois. Pas un nuage qui pesait, qui était lourd, Non, j'avais une jeunesse extraordinaire, plein de joie de vivre et tout ça, mais quelque chose qui me soufflait dans l'oreille, c'est un sujet qu'on ne touche pas, c'est tabou. On ne demande pas des questions, et voilà, tu peux demander tout ce que tu veux dans le monde, mais pas ça, tu ne touches pas à ça.
Et comme ça, j'ai grandi. Et puis d'ailleurs, je me souviens très bien, même quand j'étais un jardin d'enfants, quand j'étais petite, dans toute ma classe, on avait une école juive et tout ça, on avait tout ce qu'on avait besoin. Il y avait 32 filles dans ma classe. Il y avait une amie qui avait des grands-parents et encore une amie qui avait une grand-mère. Donc tout le reste, alors moi, je pensais toujours, c'est elle qui doit demander à sa maman, maman, pourquoi est-ce que j'ai des grands-parents et les autres, ils n'ont pas? C'est son problème. Je veux dire, nous, on s'arrangeait très bien sans des grands-parents et sans des oncles et des tantes. Je veux dire, c'était même pas une question, ouais, pourquoi il faut demander? Comme ça, c'est. Et je grandis. Et à l'âge de 12 ans, j'avais presque 12 ans, on a déjà commencé à entendre, vous savez qu'à l'école même, malgré qu'on a fait le bac belge, on a beaucoup appris, mais en histoire, la Deuxième Guerre mondiale n'était pas encore, on n'a pas appris. Donc les faits, on ne savait rien du tout. Mais encore, j'avais 12 ans, certainement pas. Mais on avait déjà entendu qu'on s'aperçut par là dans l'air, ouais. Hitler, des nazis, guerre, holocauste, tout ça, ça se promenait. J'avais aucune idée ce que c'était et qu'est-ce qu'il y avait là-bas. Mais je comprenais très bien. Mes parents, ils parlaient le polonais. J'ai des amis, on parlait l'hongrois. Ben, la Pologne et l'Hongrie, c'est pas derrière la porte. Donc, ils venaient de là-bas et il y avait quelque chose qui s'est passé en chemin et toute ma famille a été exterminée. Mais quoi, qui, quand, rien. Alors, je me suis dit, je veux quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. J'avais presque 12 ans. Je ne demande pas à mes parents, certainement pas aux professeurs. Aux amis non plus, personne ne parle de ça. La seule possibilité que j'avais, c'est d'aller à la librairie et de prendre des livres. Vous savez, dans le temps, on n'avait pas Monsieur Google pour lui demander des questions. Il fallait aller chercher des livres. Bon, alors j'arrive à la librairie et je demande là-bas à la librairie. Je prenais beaucoup de livres. J'adorais, dans mon temps, je ne sais même pas si vous savez, si vous connaissez ça, il y avait des détectives, Agatha Christie. Je ne sais pas si vous pouvez. Il y a encore des gens qui connaissent ça. Alors, j'adorais ça. Mais maintenant, je dis non, voilà, fini Agatha Christie, il faut que je sache qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Alors, j'avais entendu que ça s'appelait l'Holocauste. Alors, j'arrive à la librairie, je demande, est-ce que vous avez des livres sur l'Holocauste? Alors, elle me dit, oui, là-bas, tu vois, dans le coin, il y a des livres sur l'Holocauste. Je dis, oh, très bien. J'arrive là-bas et alors, à ma grande déception, voilà, il y avait comme ça un grand panneau, très, très grand, 16 ans et plus. J'avais 12 ans, pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Ben, t'attends 4 ans. Ça ne vient pas en question parce que je savais très bien, je me connaissais. Si je veux, c'est maintenant, ici. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, Dieu m'a aidé très, très vite. Alors, voilà, une fois, une amie de ma sœur qui avait 17 ans, elle rentre à la librairie. J'arrive chez elle et je lui dis, est-ce que tu peux me faire un plaisir? Est-ce que tu peux prendre des livres Quel livre tu veux lire? Non, voilà, je veux lire un peu sur l'Holocauste. L'Holocauste, mais t'es dingue? Quoi, il manque ici des livres? Non, fais-moi un plaisir. Je veux lire sur l'Holocauste. Est-ce que tu es prête à prendre des livres sur ton nom? Elle dit, OK, aucun problème. Elle rentre, je dis, prends, comme ça, à la volée, ce que tu as. Hein. Elle m'a pris 4 livres sur son nom, je rentre à la maison. Je fais bien attention, hein. Je lis comme ça en cachette. C'était des livres horribles à ce temps-là, des témoignages des survivants de Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Et attends, mais c'est la Pologne, toutes ces places-là. Et mes parents, ils sont aussi de la Pologne. Mais alors, directement, je me suis dit, j'étais une petite fille de 12 ans, j'ai dit, ah, mais ça n'a rien à faire avec mes parents. Bon, il y avait une guerre, il y avait des choses horribles, mais mes parents n'étaient pas là, c'était pas là où ils habitent, ça n'a rien à faire avec eux. Seulement, de cette façon, j'ai pu continuer à lire. Et un certain beau jour, je me rappelle ça comme hier, j'ai laissé un livre sur la table dans ma chambre, j'ai oublié, et ma maman rentre dans la chambre et elle voit le livre. Je me souviens encore quel livre c'était. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du grand chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Ouais, non. Et le livre, il s'appelait « Les assassins sont parmi nous ». Et sur la couverture, elle ne devait même pas lire le titre. Il y avait une photo de Mengele, Bormann, Eichmann et compagnie. Elle regarde le livre, elle dit, elle voit que c'était de la bibliothèque. Tu lis comme ça des livres? Et j'étais tellement gentille. J'honorais mes parents et je faisais rien en cachette, tout ça. Je dis, oui, maman. Ah ben, tu vas prendre des livres, tu vas le rendre à la librairie. Je ne veux plus voir comme ça des livres ici à la maison. Oui, maman. Je suis retournée à la librairie et je ne pouvais pas résister. Je sentais, je dis non, il faut que je sache. Je comprends très bien maman, elle veut me protéger, elle veut pas que je sache, mais il faut que je sache. C'est quand même quelque chose qui s'est passé à notre peuple et tout ça, tata. Et j'ai pas pu résister, j'ai pris encore un livre. Quand même un, et même maintenant, j'ai fait bien attention au milieu de la nuit avec une torche en dessous de mon lit. Et au milieu du livre, c'était un livre tellement horrible, je l'ai fermé avec force et j'ai dit, maman a raison. Qui a besoin de toutes ces horreurs? Qui doit savoir tout ça? Hop, au revoir, je ne veux plus savoir rien du tout. Et les années sont passées, j'ai terminé l'école, j'ai fait mon bac, j'ai réalisé un rêve, je voulais partir en Israël, me marier avec un Israélien. On s'est mariés, les enfants sont nés et tout le temps, le sujet n'est pas là. Pas là. Les années passent et puis le jour, ma sœur est née, elle est née en 48,
elle fait bar mitzvah à son aîné. Et mes parents arrivent d'Anvers, nous allons les visiter, ils venaient chez nous. Ils arrivent en Israël, dans une grande soukha, c'était Sukkot, et on fête la bar mitzvah du premier petit-fils. C'est très émouvant, mes parents sont... Déjà, ils ont marié les enfants, et maintenant c'est déjà les petits-enfants. Et mon papa se lève, et il va tenir un discours. Oh, okay. Il se lève, et il commence comme ça. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. On ne savait rien, hein? Jusqu'alors, rien du tout. Il regarde le petit garçon qui est à bar mitzvah, il parle vers lui et lui dit, tu sais, je veux te raconter ce qui s'est passé avec moi quand j'avais 17 ans, et ça s'est passé à Auschwitz. Auschwitz, c'était la première fois que j'ai entendu que mon papa était à Auschwitz, la première fois. Mais un instant, je ne l'ai pas vu quand c'était l'été, et il remontait qu'il avait un numéro tatoué sur sa main. Je me rappelle même son numéro, 161230. Bien sûr que j'ai vu son numéro tatoué sur sa main. Mais j'avais comme ça une théorie, je me disais, il y avait une guerre, et sans doute papa était prisonnier. Et les prisonniers, on leur mettait un numéro tatoué. Jamais pensé à ça, que mon papa était à Auschwitz. J'étais en choc. Je me suis tournée vers ma sœur aînée, et je dis, est-ce que tu savais que papa était à Auschwitz? Elle dit, non, jamais. Je me tourne vers mon autre sœur et dis, tu savais que papa était? Je dis, non. Puis je me suis souvenue des livres que j'avais lus. Je dis, qu'est-ce que papa va raconter maintenant? Des crématoires, des gaz et tout ça. Je ne pouvais presque pas entendre. Il dit, on va entendre, qu'est-ce qu'il racontait? Et je veux te raconter ce qui s'est passé. J'étais déjà quelques mois à Auschwitz. En passant, mon papa était 1 an et 8 mois à Auschwitz. Si vous savez que chaque prisonnier, il avait maximum 3 mois à survivre à Auschwitz. Mon papa était là-bas 1 an et 8 mois. J'étais là-bas, et en une fois, il y a un nouveau transport qui arrive avec des jeunes garçons. Et en une fois, je reconnais un ami à moi qui a pris avec moi à l'école à Cracovie. Et je cours vers lui, et on est tellement émus, on s'embrasse, on s'enlace. Et alors, il me souffle à l'oreille, écoute-moi mon ami, j'ai réussi à frauder, on dit, frauder, ouais. J'ai réussi à frauder une paire de tefilines. Tu ne vas pas me croire, ne me demande pas comment, mais je vois déjà très bien ce qui se passe ici. Ils vont me prendre ça directement droit. Toi, tu es déjà ici à Auschwitz. Prends les tefilines, c'était des tefilines de main et les tefilines de la tête, 2 paires de tefilines. Prends les tefilines et cache-les pour moi. Je t'en supplie, cache-moi ces tefilines. Et mon papa dit, ok, aucun problème. Et il prend les tefilines et il court vers la dernière baraque, il creuse un trou, il les enterre, il couvre avec le sable, il retourne à sa baraque. Et il raconte encore à 4 ou 5 amis, nous avons une paire de tefilines. C'était comme un rêve, mon papa dit. Déjà 4 ans, nous sommes dans la guerre. On a déjà oublié depuis longtemps de quoi ils avaient l'air des tefilines. Et le lendemain matin, au lieu de se lever à 4 heures du matin, à l'appel, ils se lèvent encore une demi-heure plus tôt, 5 garçons, et très très silencieusement, mon papa les amène là-bas à la fin de la baraque, ils creusent dans le trou, ils sortent les tefilines, ils n'ont pas beaucoup de temps, un après l'autre parce qu'ils doivent être de retour à 4 heures pour l'appel, et ils mettent les tefilines. Et alors mon papa raconte, j'étais là-bas et vite, je mets les tefilines sur la main et les tefilines sur la tête. Et je savais très bien, je n'étais pas innocent, ouais, je savais très bien que s'il y a un officier nazi qui passe par là, il ne va pas me demander « Excusez-moi monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» C'est une balle dans la tête. Je savais ça, je savais exactement quelles sont les règles d'Auschwitz. Pourtant, je mettais les tefilines et soudain, comme je mettais les tefilines, je me trouve en face de la cheminée du crématoire d'Auschwitz. Et de cette cheminée s'échappe une fumée grise et lourde 24 heures par jour. Et je savais très très bien qu'est-ce que c'est cette fumée grise qui s'échappait de la cheminée du crématoire. Pourtant, j'ai mis les tefilines et j'ai eu une conversation avec le bon Dieu. Je lui parlais, je lui disais, écoute bon Dieu, vraiment, et mon père nous a prédit souvent, tu crois que nous n'avons pas eu de questions? Oui. On s'est questionné, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est le début de la fin du peuple juif? Tu vas nous exterminer tout le monde? Parce qu'ils étaient absolument convaincus que personne ne peut survivre cet enfer. Personne ne sortira d'ici. Et les juifs n'arrêtaient pas d'arriver encore et encore et encore. Ils les voyaient très bien. Et peut-être c'est le début de la fin. Je ne comprends rien. Bon Dieu, je ne comprends rien, mais je peux te dire une chose. Comme ça, il lui parlait. Il dit, je peux te dire une chose. Je suis convaincu, je sais que tu es ici. Tu es ici avec moi. Derrière cette fumée grise, tu es ici à Auschwitz. Et pour te prouver que je crois et que je suis convaincue que tu es ici à Auschwitz, je suis prêt à mettre cette tefiline malgré que
je mets ma vie en danger chaque instant que je suis avec les tefilines, juste pour te prouver que je sais que tu es ici. Et voilà. Et mon père a dit qu'il a eu le mérite de mettre cette filine pendant 8 mois, jour après jour. Miracle, je ne sais pas comment, ils ne l'ont pas attrapé, mais pendant 8 mois, il a mis cette filine à Auschwitz. Première histoire. J'étais totalement en choc, je ne pouvais pas m'endormir la nuit. Je me disais, mais pourquoi est-ce que papa nous a raconté cette histoire juste quand on avait la bar mitzvah? On était tout le monde, c'était une fête, la famille. Et ici, juste la première histoire qu'on a entendue de là-bas. Et après, j'ai compris. J'ai compris qu'il voulait, en somme, donner à son petit-fils quelque chose à prendre avec lui dans sa vie prochaine, dans sa vie future. Parce que si ce gentil petit garçon, le lendemain, quand il va mettre cette filine, il va penser, ouais, mon grand-père, quand il avait 17 ans, il a mis sa vie en danger, jour après jour, pour mettre les filines. Alors, qu'est-ce que ça m'oblige à moi? Qu'est-ce que ça m'oblige à moi? Comment est-ce que moi, je vais mettre mes filines? Ouais, ça doit être tout à fait différent. Parce que la mémoire, chez nous, c'est une mémoire qui nous oblige. C'est quelque chose que nous prenons avec nous. Nous entendons des histoires, mais ce n'est pas des histoires comme ça, des scoops ou je ne sais pas quoi. C'est des histoires que nous prenons avec nous dans notre vie prochaine. Et si je croyais que depuis ce jour-là, mon papa va nous raconter tout ce qu'il a passé pendant la guerre, non, ça a pris longtemps, encore quelques bonnes années. Mais chaque fois quand on avait une réunion familiale, on avait, si c'était une bar mitzvah ou une brit mila ou un mariage ou quoi, chaque fois mon père, il libérait ce que moi j'appelle aujourd'hui une étoile. Pourquoi une étoile? Malgré qu'il fait déjà nuit dehors, je crois presque. Mais chaque fois, je demande à mes étudiants, quand il fait jour, dites-moi, est-ce qu'il y a des étoiles dans le ciel maintenant? Alors, il y a des qui disent non, et des qui disent oui. Oui, naturellement qu'il y a des étoiles dans le ciel, mais on ne peut pas les voir. Parce que les étoiles, ça se voit seulement la nuit, quand il y a de l'obscurité et le ciel, il est sombre. Là, les étoiles, ils étincellent. Et nous parlons des étoiles des Juifs qui ont eu un tel héroïsme pendant la période peut-être la plus obscure de l'histoire juive, des souffrances, de l'humiliation. Et vraiment, c'était le but, comme je vous ai dit, d'Hitler était de nous anéantir complètement. Et là, ces Juifs ont décidé, nous allons résister Hitler. Comme ça. Pas avec des armes et avec la force, mais par le fait de rester juif. Et comme ça, avec les années, j'ai plein des histoires. Je ne peux pas vous raconter tous, mais je veux quand même vous raconter une histoire. Mon papa, il est décédé il y a 11 ans. Il a eu encore le mérite, quand il a arrêté de travailler, il est pensionné, il a fait Aliyah, il est venu en Israël, il a étudié par tout le temps. Et ma maman, Bli Ainara, elle vit toujours à Bnei Brak. Elle a déjà un âge très avancé, elle a 97 ans, elle est lucide totalement. Je l'ai encore amenée il y a 2 mois dans un centre de Nefesh Yehudi, qui est en somme partie de Olami en Israël, chez des étudiants, à l'université de Bar Ilan. Et j'ai donné ma conférence, et elle était près de moi. Et les étudiants lui ont demandé des questions. Ils ne pouvaient pas croire que cette femme toute élégante, toute jolie, toute mignonne, elle a passé des souffrances. Elle avait 12 frères et sœurs. Personne n'est resté de sa famille. Elle a survécu seule avec une nièce à elle. Elle était à Auschwitz. C'est incroyable ce qu'elle a passé. Elle avait 13 ans quand la guerre a éclaté. 13 ans, 18 ans quand la guerre s'est terminée. Mais je dois vous raconter une histoire de ma maman. Et je voudrais après laisser aussi la place pour des questions. Alors, une histoire tout à fait incroyable parce que ma maman, elle a toujours vécu, elle vit encore toujours pour l'autrui, pour quelqu'un d'autre, pour faire du bien, elle pense toujours aux autres. Et quelqu'un qui a passé de telles souffrances, en somme, psychologiquement ou quoi, naturellement, elle devrait être moi, mes enfants, ma famille, tout ça. Et elle est tout le temps seulement, elle vit seulement pour les autres. Elle pense tout le temps aux autres. Mais ça ne commençait pas seulement maintenant, c'était déjà pendant la guerre qu'elle était comme ça. Alors, comme je vous ai dit, elle était toute une jeune fille quand la guerre a éclaté. Et elle a passé le ghetto de Pabianitz, d'où elle est née, puis elle était au ghetto de Lodz, qui était un ghetto avec une terrible faim. En 1944, en août, le ghetto a été liquidé et elle a été envoyée à Auschwitz. Mais elle était là-bas seulement 10 jours parce qu'ils avaient besoin des travailleurs. Et de là-bas, elle a été envoyée à Hambourg. Hambourg, c'est déjà l'Allemagne.
dans un camp de travail. Et cette histoire la trouve à Hambourg, dans un camp en Allemagne. C'était un camp aussi très, très, très dur. Il travaillait très dur, les jeunes filles là-bas. Elle avait quelques amis avec elle. Ils devaient reconstruire les bâtiments des Allemands qui ont été bombardés par les forces alliées. Et c'était une faim. Elle a tout le temps faim. Elle dit, une fois, elle a essayé de m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire avoir faim constamment. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui. Alors, quand je dis froid, alors je m'imagine que, surtout ici en France, on peut s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire froid. Moins 10 degrés, vous sortez, il y a de la neige avec une petite blouse comme ça toute fin. Après 10 minutes, vous êtes bleu, hein, vous êtes glacier. Froid, c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer, qu'on peut sentir, qu'on peut ressentir. Mais une faim, même quelqu'un qui fait une diète très, très, très extrême, on a toujours quelque chose dans le frigo, dans l'armoire. Hein. On ne sait pas ce que c'est la faim. Ma maman dit la faim constante, c'est-à-dire chaque jour, on n'a jamais mangé à satiété. D'abord, ce sont des douleurs physiques. Vraiment, les entrailles se déchirent. C'est des douleurs physiques terribles, mais surtout aussi, ça a une influence sur sur le truc cognitif. Oui, on n'arrive pas à penser à rien d'autre qu'un morceau de pain à manger. Rien. Ça, c'est la grandeur des gens qui, malgré cette faim horrible, ils pouvaient encore penser à des autres choses. Alors, maman raconte qu'elle était dans ce camp de travail à Hambourg, et un matin, elle se réveille le matin, et elle sent qu'elle est très, très chaude, elle a une fièvre, elle a une haute température. Et là, à Hambourg, si tu avais une très haute fièvre, tu pouvais aller, il y avait comme ça comme une infirmerie, on ne recevait pas là-bas des soins médicaux, mais tu pouvais te reposer, et jusque tu es de nouveau bien, et puis tu retournes au travail. Ma maman, elle ne voulait pas aller là-bas parce qu'elle savait que c'était sens unique, peu sortait là-bas de cette infirmerie, mais elle n'avait pas d'autre possibilité parce qu'elle ne pouvait pas rester dans le baraque. On allait faire la contrôle, et si on la trouve là-bas, on la tire dessus. Donc, elle devait aller à l'infirmerie, elle est allée là-bas. Il y avait un peu de la paille, elle s'est couchée, et près d'elle, elle voit une jeune fille juive, aussi elle avait le typhus, elle était gravement malade, elle avait une telle haute fièvre qu'elle délirait. Elle délirait, elle parlait. Et ma maman essayait d'entendre qu'est-ce qu'elle disait dans son délire. Et alors elle entend que la jeune fille disait « Je voudrais tellement avoir un petit pain avec un morceau d'hareng. » Un petit pain avec un morceau d'hareng. Maintenant, il faut que vous compreniez que le hareng, c'était l'aliment le meilleur marché en Pologne. Ça coûtait quelques centimes. Alors maman lui disait, mais regarde, si déjà tu rêves, alors il faut que tu rêves de, je sais pas, des oies farcies ou de, je sais pas, mais elle délirait, elle ne savait pas ce qu'elle disait, elle voulait un petit pain avec un morceau d'hareng. Et ma maman, elle avait tellement pitié d'elle, elle dit, tu sais, même si j'avais de l'argent, disons que j'ai de l'argent ici, où est-ce que tu veux que je t'achète ici un petit pain avec un morceau d'hareng? Mais il n'y avait pas qui parlait. Hein? Maman s'endort, c'est la nuit, elle se réveille le matin, miracle, elle sent que la fièvre est tombée, elle peut retourner au travail. Et elle sort de l'infirmerie, encore un instant, elle se retourne pour voir la jeune fille et elle voit que elle agonise déjà, ce sont ses dernières heures. Elle a tellement pitié, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Et, elle retourne au travail, faire barbelé, et de l'autre côté, il y a un camp de prisonniers non juifs qui de temps à autre jetait un peu du manger pour ces pauvres jeunes filles juives qui souffraient tellement de la faim. Et comme elle retourne au travail, il y a quelque chose qui vole sur le fer barbelé, et elle court vite voir, elle dit « Oh, j'espère que c'est quelque chose à manger ». Elle voit comme ça un morceau de journal froissé, elle ouvre le journal, et vous n'allez pas me croire, un petit pain, et elle ouvre le petit pain, un morceau d'hareng. Un morceau d'hareng. Non, elle ne rêve pas, un morceau d'hareng. Elle court vite chez ses amis, parce que là, la loi était que si quelqu'un trouve quelque chose à manger, on se partage. Hein? Pour eux, un quart d'un petit pain, c'était un trésor, c'était un morceau de vie. Et elle montre, regarde ce que j'ai reçu, hein, regardez ce que j'ai reçu, un petit pain avec un morceau d'hareng. Et eux disent déjà, alors vite, partage-le. Pour eux, ils attendaient déjà le moment. Et maman dit non, stop. Il dit, quoi, stop, quoi? Il dit, écoutez, il y a là-bas une jeune fille, ce sont ses dernières heures, elle va mourir bientôt. Mais elle m'a tellement supplié, elle m'a demandé un petit pain avec un morceau d'hareng. C'est un miracle, c'est du ciel. Donnons-le lui, le petit pain.
Et ses amis lui ont dit, mais ça ne vient pas en question, pour nous c'est un morceau de vie. Et puis tu as dit toi-même qu'elle va, elle va pas tenir le coup, elle agonise, donc elle va pas rester en vie. Non, mais nous avons la possibilité, l'occasion de faire une bonne œuvre, de faire quelque chose de bien ici, dans cet enfer de Rambourg. Donnons-lui le petit pain. Et ma mère dit que c'était une guerre très difficile, mais en fin de compte, ils lui ont dit, tu sais quoi, ok, vas-y, prends le petit pain et donne-le-lui. Et ma maman était chez elle, elle était encore là, mais totalement, presque inconsciente, elle a pris le petit pain. Ma maman est sortie, elle a totalement oublié de cet incident. 2 semaines après, ils les ont envoyés à Bergen-Belsen, ma maman. Encore 2 semaines plus tard, c'était la libération. Toute une histoire. Ma maman s'est fiancée après la libération à Bergen-Belsen. 1 an plus tard, elle s'est mariée à Anvers. Elle avait complètement oublié de cette histoire. Des années après, ses amis sont partis en Israël et ils reviennent. Ils viennent chez ma maman. Elle dit, Madame Horowitz, c'est mon nom de jeune fille, vous avez un grand bonjour tout chaud de Madame Malka Wolf de Bnei Brak. Malka Wolf de Bnei Brak, je ne connais pas. Bon. 2 mois plus tard, encore une amie part en Israël, elle revient. Madame Horowitz, vous avez un grand bonjour de Malka Wolf de Brak. Je ne sais pas qui elle est. Et les bonjours, ils affluent encore. Elle se trompe, elle croit que je suis quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui elle est. Ma maman, elle arrive à Bnei Brak, Shabbat, elle va à la synagogue, elle va prier. Et la porte s'ouvre, quelqu'un rentre, robuste, haute, grande, femme blonde avec des yeux bleus perçants. Ma maman la regarde et elle dit, ah, mais c'est pas possible, c'est vous la jeune fille de Hambourg, je reconnais vos yeux bleus. Elle dit, oui, c'est moi, Malka Wolf, qui vous envoie tout le temps des bonjours. Et ma maman dit, mais écoute, il faut que tu me racontes parce que j'ai bien vu ta situation, c'est pas possible que tu aies survécu. Quelle est l'histoire? Elle dit, bien, je vais te raconter l'histoire. J'étais trop robuste, j'étais très forte et moi j'avais dit, moi je vais survivre cette guerre. Et puis je suis devenue malade. Je ne sais pas ce qui faisait, mais j'étais déjà tout à fait semi-inconsciente. J'avais le typhus et la jaunisse. Je délirais déjà. Et à un certain moment, j'ai dit, bon Dieu, s'il vous plaît, prends-moi. Prends-moi, je n'ai plus la force de lutter, je ne peux pas survivre. C'est fini, c'est terminé. Prends-moi. Et en une fois, je me souviens que dans mon inconscience et dans ces nuages comme ça qui m'entouraient, en une fois, il y avait comme ça une main qui s'est tendue et quelqu'un m'a offert un petit pain avec un morceau d'aran. Mais non, je n'étais pas consciente, c'était comme ça dans semi-inconsciente, mais je savais encore qu'est-ce que c'était un petit pain, un aran. Je l'ai avalé, tu ne peux pas t'imaginer ce que ça m'a fait. Mais non seulement physiquement ce que ça m'a fait, mais ça m'a donné tellement de courage à continuer à lutter. Ça vaut la peine de vivre, tu vois, il y a quelqu'un qui pense à toi ici dans cet enfer, tu dois vivre, tu dois survivre. Et seulement 2-3 jours après, que je suis à peine revenue à moi-même, et la première chose que j'ai fait, j'ai demandé qui est cette jeune fille qui m'a donné ce petit pain avec le hareng. Et on m'a donné ton nom. Et je t'ai cherché, mais tu n'étais plus là. Tu étais déjà à Bergen-Belsen. Et quand moi je suis arrivée à Bergen-Belsen, tu n'étais plus là. Tu aussi continué. Et j'ai comme ça, j'ai continué à te tracer. Je savais que tu étais fiancée, que tu étais mariée. Et c'est toi qui m'as sauvé la vie. Et quand mes parents ont fait Aliyah, et je suis venue voir mes parents à Bnei Brak, alors chaque semaine, nous sommes allés visiter cette Madame Malka Wolf. Elle était mariée, elle n'avait pas des enfants. Et chaque fois quand je venais chez elle, elle m'ouvrait la porte et avec un sourire d'oreille à oreille, elle me disait chaque fois, tu sais Hana, je suis ici grâce au petit pain et hareng de ta maman. C'est ça qui m'a rendu la vie. Alors quand on pense des gens qui dans cette situation, faim, froid, il n'y a personne autour, elle ne devait pas donner son petit pain à quelqu'un qui, dans ses yeux, peut-être n'allait même pas survivre. Mais en fin de compte, elle lui a sauvé la vie avec ce petit pain et hareng. Toutes ces histoires ensemble qui s'accumulent, la fin était que mes parents, seulement dans l'année 1996, comme ça on dit en France, ouais, en 1996, ils ont donné témoignage visuel complet de tout ce qu'ils ont passé pendant la guerre. Jusqu'alors, on ne savait rien. J'ai entendu que c'était des petites histoires par-ci, par-là. Mon papa a parlé 6 heures dans la vidéo, puis ma maman 3 heures. J'ai reçu les vidéos dans ma main. Ça a pris du temps jusqu'à ce que j'ai eu le courage de les voir. Mais le jour où j'ai vu ces vidéos, je vous assure que le ciel m'est tombé sur la tête. Je n'ai pas pu croire que c'est mes parents, des gens tellement toujours souriants, toujours heureux, qui nous ont donné une jeunesse plein, sain d'esprit, sain de corps, avec tellement de joie de vivre, ils ont passé de
telle souffrance, comment est-ce qu'ils ont eu le courage et les forces de continuer à rester juifs et de nous donner une telle éducation formidable? Et alors j'ai décidé que je commence à m'intéresser à ce qu'il y avait là-bas, et j'ai amené mon papa souvent donner des conférences. J'ai dit, papa, toi tu étais là-bas, il faut que tu racontes aux jeunes aujourd'hui. C'est vrai que nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes et beaucoup d'épreuves, mais vous étiez dans une période anormale et vous avez vaincu et vous êtes resté ce que vous étiez. Alors quel message fort et extraordinaire ça peut donner, et quel courage ça peut donner à la jeunesse d'aujourd'hui. Et en fin de compte, on a été avec nos parents ensemble en Pologne, en voyage. Ils ne sont pas repartis avec nous seulement à Auschwitz, c'était trop dur pour eux, mais on est partis partout voir où ils ont passé leur enfance et tout, et partout ils nous ont raconté leurs histoires. Et après ce voyage de Pologne, j'ai encore été 6 fois avec Nefesh Yehudi, ce qui est en somme Olami en Israël, les étudiants. Je les ai accompagnés en Pologne et j'ai raconté les histoires incroyables de mes parents en Pologne. Et en fin de compte, tout ça est sorti un livre. Moi, je n'ai pas écrit parce que je ne sais pas écrire. D'abord, c'est sorti en hébreu. J'ai pris une écrivaine très, très, très douée. Et je lui ai raconté toute l'histoire à travers les voyages de Pologne des étudiants, où j'ai raconté les histoires, donc pas de façon chronologique, des histoires ici, par là, et ma jeunesse extraordinaire que mes parents m'ont donnée à Anvers. Sorti le livre. D'abord, il est sorti en hébreu, puis il est sorti en anglais. Et mon audience française m'ont supplié, s'il vous plaît, traduis-le en français. Alors, je l'ai fait traduire en français. Et voilà, il est sorti de l'édition de Kol Yehuda. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, j'en ai quelques exemplaires ici. Et c'est un livre vraiment pas avec des horreurs et pas des histoires de souffrance. C'est au contraire, comme je vous ai dit au début, comme le Ginzach, il approche l'Holocauste. C'est le positivisme, voir les étoiles, voir la lumière, comment des gens ont pu surmonter des épreuves incroyables et se comporter presque comme des anges. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, dans notre génération? Et je voudrais terminer. Nous avons grandi avec des dictons. Ma maman, elle avait chaque fois comme ça des dictons. Je parlais le yiddish à la maison. Et chaque fois, elle nous disait, quand on était petits, elle nous donnait chaque fois des missions à accomplir. Et naturellement, en tant que nos enfants, on disait « Ah, je peux pas, j'ai pas la force, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. » Ma maman disait toujours, jusque quand on avait des enfants, tout ça, il n'y a pas quelque chose comme ça que je peux pas. Il y a seulement « je ne veux pas ». Et que le bon Dieu ne nous éprouve pas combien une personne est capable. Parce que ma maman a dit, moi j'ai vu quand j'avais 13 ans, et j'ai passé 5 ans dans la guerre, j'ai vu de quoi une personne elle est capable. Ouah, elle est capable de beaucoup. Nous avons dans nous des forces incroyables. Nous ne sommes seulement pas conscients des forces que nous avons. Mais si nous entendons les histoires incroyables qu'eux ils ont passées, et tout de même ils ont eu cette force, parce qu'ils sont restés tout simplement, liés au bon Dieu pendant tout le temps, la force de nous donner une telle éducation et de reconstruire une telle famille, alors nous, certainement, nous pouvons. Et je peux vous dire que moi, je sens moi-même, Baruch Hashem, la famille que j'ai fondée, je viens de voir maintenant, j'ai dit, je vais rater maintenant, ce vendredi prochain, je vais avoir une Brit Mila de mon 14e arrière-petit-fils. Oui, Baruch Hashem, voilà, j'ai 8 enfants, j'ai plus que 50 petits-enfants, mais maintenant, ce sont des arrière-petits-enfants. Et oui, vendredi, j'aurai le Brit, et c'est pour moi toujours une telle grande joie d'avoir comme ça une simcha. Mais j'ai dit que si je viens ici pour raconter que ça, c'est notre vengeance à Hitler. Nous avons refondé une famille, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, tous qui continuent dans le même chemin que mes parents, mes grands-parents, qui je n'ai jamais connus, qui ont péri dans l'Holocauste. Alors voilà, ça c'est la réponse. Ça c'est la réponse, c'est ça la force qui nous donne. Et j'ai dit, ok, tant pis, j'ai téléphoné à ma petite fille, je suis ici dans une mission sainte, je ne serai pas à la Brit Mila de ce arrière-petit-fils, mais je suis ici dans une mission bien plus importante. Elle a dit, ok, parce qu'elle dit, donc tu vas revenir, tu seras à la Brit. Je dis, non, je suis ici. Alors, voilà, je vais laisser quand même quelques instants pour des questions, parce que je suis certaine que vous avez des questions. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Allez-y. Voilà. OK?
Oui. Finalement, tout ce qu'on nous raconte, Oui. c'est une transmission d'un juif à un juif. Oui. Mais est-ce qu'on a une manière aussi de faire partager toutes ces réalités au goïm, étant donné que c'est peut-être aussi l'essence du juif qui vous avez dit au début? Ah ouais, je comprends très bien l'idée. Moi, personnellement, il y a peut-être possibilité, d'ailleurs le Ginzach, il a en plan maintenant aussi diriger un musée, là où on pourra, multimédia, on verra tout ça. Mais je crois que le message pour les goïm, il n'est pas tellement important comme le message que nous avons à transmettre pour les juifs. Parce que, comme je vous dis, pour nous, c'est l'essence juive et l'identité que nous voulons renforcer à travers les souffrances qu'ils ont souffert. Et malgré tout, ils sont restés juifs. Ouais? Alors, je crois que le message est principalement destiné pour nous, entre nous. Pour les goïm, naturellement, quand je rencontre tout ça et je leur dis que je donne des conférences et tout ça, alors je leur explique que nous parlons principalement de l'héroïsme spirituel, ok? Je peux vous dire que j'ai eu une expérience, je peux vous dire abracadabrante, mais il y a un an, c'était oui, après, je crois même pas un an, dans les bureaux du Ginzach qui est à Bnei Brak, ils m'ont téléphoné, ils m'ont demandé, nous avons ici un groupe, écoutez bien, de jeunes Allemands qui ont découvert que leur grand-père ou leur grand-mère étaient des nazis, mais pas seulement des nazis, des nazis qui ont... Hein, et ils se sentent misérables avec cette découverte. Et ils veulent faire quelque chose pour le peuple juif, alors ils veulent venir en Israël, et ils veulent rencontrer aussi des rescapés de l'Holocauste et parler avec eux. Et bon, alors ils ont été invités là-bas dans les bureaux de Ginzach, et j'ai demandé à ma maman, est-ce que tu es prête de venir confronter des petits-enfants de nazis? Ma maman dit, mais bien sûr, si eux, ils trouvent que leurs grands-parents ont fait des choses horribles et ils veulent faire quelque chose de bien avec ça, donc Roger, pourquoi pas? Il faut les encourager. Et alors, on les a racontés, on les a expliqués, c'était très émouvant, c'était vraiment quelque chose de pas, j'ai jamais vu que ça quelque chose. On les a expliqué que nous parlons principalement des juifs qui sont restés des juifs et de l'héroïsme. Et ils étaient très touchés, ils ont chanté en hébreu et tout ça. Ils étaient, à un certain moment, il y en a un qui me demande comme ça, c'était comme ça, je n'étais pas préparée, mais il demandait à ma maman, est-ce que vous pouvez nous pardonner? Alors je lui ai dit, vous savez, je me souviens qu'une fois on a demandé à Rav Lau cette question aussi en Allemagne, j'ai dit, il n'y en a qu'un dans le monde, un seul qui a la force de pardonner, c'est celui-là en haut. Moi, nous n'avons pas le crédit, au nom de 6 millions de Juifs, de pardonner ce que vous avez fait. Mais je peux vous dire ce que vous faisiez ici, c'est très positif. Et je veux vous encourager, parce que vous prenez la responsabilité, vous dites, nos grands-parents ils ont fait des choses horribles, nous voulons corriger, nous voulons faire quelque chose pour le peuple juif, pour leur montrer que nous sommes tout à fait pas, nous ne voulons pas nous identifier avec ce qu'ils ont fait. Vous comprenez? Donc, d'après moi, le message principal, c'est entre nous. C'est ce message que nous voulons faire passer d'un à l'autre. Il y a encore quelqu'un qui veut demander quelque chose? Ah? Non? Oui. J'ai pas bien compris de quoi parlait votre livre, en fait. Ah, voilà. Alors, ensemble, dans le livre, je vais raconter l'histoire de mes parents, qu'est-ce qu'ils ont passé pendant la guerre, mais comme je ne voulais pas que ce soit une histoire lourde et difficile et qui, comme chaque livre d'Holocauste qui comprend que mon papa, il est né à Cracovie, tous les étapes qu'il est passé, alors j'ai choisi de prendre le parcours que les étudiants qu'on a fait en Pologne, et à chaque stade, on était à Auschwitz, on était à Chełmno, on était ici, et je raconte une petite histoire de ma maman, de mon papa, de ma tante, de mon oncle, et aussi j'amène beaucoup de chapitres de mon enfance extraordinaire que j'ai passée en Belgique, parce que mes parents nous ont donné une enfance, je ne sais pas d'où ils ont eu la force de nous donner tellement de joie de vivre, des vacances, on était chaque année à la mer, et en hiver on partait faire des sports d'hiver, tout ça. Quand même, une des étudiantes m'a une fois demandé, dis-moi, quand vous êtes rentrés, on prenait beaucoup de trains, vous savez qu'ici en Europe on est tout le temps dans le train, quand vous rentrez dans les trains, vos parents n'étaient pas traumatisés, mon papa a été déporté dans le train, ma maman a été déportée. Je dis, comment je me souviens de train, quand on rentrait dans le train, c'était déjà les vacances, on était tellement heureux. Ma maman, elle avait des sacs spéciaux qu'on prenait dans le train, et on était assis, on chantait, elle nous épluchait des pommes. On était heureux. Jamais j'ai senti ni des traumas et ni de tristesse. Mes parents ne se sont jamais réveillés au milieu de la nuit avec des cris, tout ça. Ils ont tout caché pour nous donner
une enfance heureuse. Et je crois que c'était une grandeur que j'ai seulement réalisé après que quand j'ai entendu ce qu'ils ont passé, parce que moi, j'étais convaincue que j'ai eu une jeunesse tout à fait normale. Il n'y avait rien d'anormal. Et après seulement, j'ai réalisé que ma jeunesse était tout à fait anormale, parce que des gens qui ont passé de tels traumas, qu'ils ont pu nous donner de tout ce que pouvait, des sports, fêtes, voyages, indépendance et tout ça, c'est vraiment une grandeur d'âme, incroyable. OK? Oui. Est-ce que votre maman elle est encore amie avec la jeune fille à qui elle avait donné le pain? Elle est décédée il y a 5 ans, mais on était tout le temps en contact. Oui, je vous assure, chaque fois, chaque fois quand je venais, elle m'embrassait, elle dit, je suis là seulement parce que ta maman, elle m'a donné. Et ma maman, elle a même pensé, ma maman n'a pas pensé qu'elle allait la sauver. Ma maman, elle a pensé, je lui donne le pain parce que je veux faire une bonne œuvre ici. Dans cet enfer où tout le monde pense, et beaucoup de gens pouvaient même tuer l'un l'autre juste pour une miche de pain. La personne, elle a perdu sa semblance humaine. Et ça, c'était un des buts des nazis. C'est de nous transformer en bêtes sauvages. C'est pour ça qu'ils voulaient que les Juifs s'entretuent entre eux aussi. Et là, c'était la grandeur de rester humain, de rester juif. Je crois que ça, c'était le message le plus qu'elle pouvait nous donner. Incroyable. Oui. Et c'était quoi finalement la relation qu'entretenaient avec Dieu vos parents? C'est un peu indiscret. La relation de Qu'entretenaient avec Dieu vos parents? Mes parents. Alors, voilà, mes parents prétendent que le moment le plus dur, c'était après la libération. Parce que pendant la guerre, vous savez, on ne pensait pas. Il fallait survivre. Chaque fois, on pensait seulement le soir, il faut arriver au matin, le matin, il faut arriver au soir. Mais la libération est arrivée et en une fois, ils ont réalisé que 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, personne ne revient, il n'y a pas de famille, il n'y a pas où aller, personne n'a pensé de retourner en Pologne, vous savez, il y avait des pogroms en Pologne, il n'y a plus rien, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec notre vie? Et puis beaucoup de gens, ils étaient très fâchés avec le bon Dieu, parce qu'ils ont vu tellement de souffrances. Et alors ma maman, elle a été demandée par des étudiantes maintenant, vous n'étiez pas fâchés avec le bon Dieu? Elle dit non. Je n'ai jamais été fâchée avec le bon Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que la libération est venue, j'ai dit, si je veux continuer à vivre comme un être humain et continuer à être juif, je dois continuer de la même façon que mes parents étaient. Et c'était clair pour elle qu'elle va reconstituer un foyer comme elle avait vu chez elle à la maison. Elle n'avait pas de doute. Malgré que c'était très difficile, parce que tous autour, ils ont laissé tout tomber. Il y en a dès qu'ils ont décidé qu'ils ne vont pas avoir des enfants juifs, ils vont se marier en France ici. J'ai rencontré une monitrice qui était au château d'Amblois. Elle est allée visiter après les enfants qui étaient chez elle. Et beaucoup se sont mariés avec des non-juifs. Parce qu'ils ont dit, nous ne voulons pas que nos enfants souffrent comme nous avons souffert. Mais en somme, ils n'ont pas compris qu'avec ça, ils ont donné en somme la clé ultime à la victoire de Hitler. Parce que comme je vous l'ai dit, ça c'était son but. Alors s'il n'a pas réussi à nous anéantir physiquement, alors si nous reneigeons, comme on dit, reneiger, oui, à notre foi, et on va, alors il a dit, voilà, alors c'est aussi une victoire pour Hitler. Parce que si physiquement on n'est plus juif, hein, on n'est pas là, alors spirituellement, si on n'est plus dans notre foi, c'est aussi un but qu'il voulait, parce qu'il voulait nous anéantir. Alors non, c'est ce que ma maman dit chaque fois, ça c'est la réponse. Rester comme on était. Sans aucun doute, c'était très clair. Mon papa aussi. Mon papa, il prétendait chaque fois, je suis rentrée dans la guerre sans aucune fissure dans ma foi, et je suis sortie de la guerre sans aucune fissure dans ma foi. Comme je suis rentrée dans la guerre, il avait 15 ans, il avait 20 ans quand la guerre s'est terminée, j'étais le même. Et je crois que ça ne va pas, comment on dit, mouvan me'elav, ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident, absolument pas. Oui. Il y a encore des questions? Non? OK, alors je vous remercie beaucoup parce que je dois continuer, j'ai encore une conférence maintenant. Je vous souhaite beaucoup de bracha v'atzlacha, ça on ne sait pas dire en français. Et je dois vous dire que je connais personnellement le président de Olami, Rav Ilani. Il est un très très bon ami à mon fils. Mon fils aussi, il est dans l'organisation de Nefesh Yehudi, il est très actif. Et comme je vous ai dit, j'étais 6 fois avec des étudiants de Nefesh Yehudi en Israël, j'étais en Pologne. Ce sont vraiment des voyages, qu'est-ce qui est marqué, le bouleversant parcours de la deuxième, c'est vraiment un parcours bouleversant. D'aller avec les étudiants en Pologne, c'est quelque chose de incroyable, incroyable. On pleure et on chante, on pleure et on danse. C'est la joie et la tristesse ensemble, mais ça c'est la vie.
Même quand nous, on était avec nos parents en Pologne, on n'a pas pleuré. On n'a vraiment pas pleuré. Mon père, il voulait tout simplement voir aussi toujours les jolis moments qu'il avait dans sa jeunesse. Et puis ma maman, on allait même faire du shopping en Pologne. Alors les gens disent, mais enfin, en Pologne, on ne fait pas du shopping. Maman dit, mais regarde, le shopping, c'est part de la vie, oui. Il y a un moment où il faut pleurer, mais on va faire du shopping. Hein? C'est une partie de notre vie. Elle nous a toujours infusé avec cette histoire. Il faut pouvoir lamenter, mais il faut pouvoir aussi être heureux et aussi apprécier la vie. Et maman, elle est pleine de joie de vivre. Et elle est restée toute seule, elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants, personne n'était là près d'elle pour lui dire comment éduquer les enfants, quand leur dire oui, quand leur dire non. Moi, je cherche à demander à ma maman, comment tu as fait? Elle dit, c'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui m'a guidée, je ne sais pas comment. C'est un miracle que nous sommes sortis tellement normaux, et puis non seulement nous, mais c'est notre prochaine génération aussi, nous devons après éduquer nos enfants et nos petits-enfants et tout ça, c'est vraiment un miracle. Alors je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonne chance, et merci beaucoup.